Bienvenue dans Voix d'inconnu. Je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ici, on écoute autrement. Dans ce podcast, je tends le micro à des femmes et des hommes qui pensent que leur vie n'a rien de spécial. Pourtant, derrière chaque voix, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Si vous aimez ces conversations, vous pouvez retrouver Voix d'inconnu sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts et suivre la page sur Instagram. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire d'Audrey. Une histoire qui parle de fraternité, de responsabilité et de cette place si particulière qu'est celle du grand frère. Installez-vous et bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Marianne. Quand tu repenses à ton enfance, avant même de penser à ton rôle de grand frère, qu'est-ce qui te revient en premier? L'exemplarité, c'est le mot, on va dire, qui a dû bercer toute mon enfance. Le mot qui revenait souvent, souvent. Exemplaire, exemplaire, exemplaire. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu étais l'aîné? Mhm. Assez tôt, après, est-ce que cela est dû à mes origines africaines et plus précisément congolaises? 4, 5 ans, on va dire, quand on est un peu plus conscient des choses. Entre moi et mes petits frères, il y a 2 ans et 3 ans. Donc, on va dire quand le deuxième est arrivé, et 3 ans d'écart, entre guillemets, une certaine responsabilité de grand frère qui s'impose. T'es plus le bébé de la famille. Même le deuxième est déjà arrivé déjà depuis 2 ans. Donc, tu as ce truc de oui, je peux faire le bébé. Mais quand il y en a un deuxième qui arrive juste après, là, non, t'es plus le bébé. Et tu parlais d'exemplarité tout à l'heure. Mm. Est-ce que tu avais conscience de ce que c'était de montrer l'exemple? Non, en toute honnêteté, non. Je l'avais pas du tout. On va dire que c'était une sorte de mantra qu'on m'a répété à chaque fois et que je me disais inconsciemment, mais savoir ce que ça impliquait, non, c'est vraiment, on va dire, à partir de l'adolescence que j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et l'appliquer, on va dire, c'est plus arrivé dans ma vie d'adulte. Là, je me suis dit, ah, tiens, il faut. Et ça se traduisait par quoi? Par exemple, en tant que grand frère, je parlais du système africain. Parce que après, le système occidental, il est un peu différent. Et nous, par exemple, en tant que grand frère, en fait, tu as les yeux de tes petits frères et sœurs qui sont toujours rivés vers toi, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, et les parents, ils te mettent en tant qu'exemple au niveau de tes frères et sœurs. C'est-à-dire que quand tu fais une bêtise, tu dis, ah, attention, parce que sinon tes petits frères et sœurs vont faire aussi comme toi. Ah, Audrey, faut pas faire ça, faut te comporter comme ça, parce que tes petits frères et sœurs, ils vont copier sur toi. En fait, cette exemplarité était due au fait du mimétisme de la part des plus petits. C'est-à-dire que si je fais quelque chose de bien, mes parents, ils se disaient automatiquement, mes petits frères et sœurs vont aussi faire quelque chose de bien. Si je fais quelque chose de mal, mes petits frères et sœurs vont aussi faire quelque chose de mal. Et quand je parle de mes petits frères et mes petites sœurs, à un certain âge, ça s'agrandit dans le sens où ce n'est même pas juste mes petits frères et mes petites sœurs, ça va être aussi mes petits cousins, mes petites cousines. Parce que comme on sait, chez nous, en Afrique, la famille est grande, elle se limite pas juste au terme nucléaire, les parents, les enfants. Non, il y a les parents, les enfants, les oncles, les tantes, avec les cousins et cousines. Des fois, on se retrouve pendant des mois ou des semaines, plusieurs temps, tous dans la même maison. Et selon les situations de chacun, cette place de grand frère, surtout que moi, on va dire dans la génération de ma génération, je suis l'un, ou si ce n'est le plus grand. Tu parlais de mimétisme tout à l'heure. Est-ce que tu as senti justement que tes actions ont influencé peut-être du bon côté ou du mauvais côté de tes frères et sœurs? Par exemple, ça peut être dans tes choix personnels, dans le choix de tes études, les choix des activités sportives ou peut-être des choses que tu avais faites qui a influencé leurs décisions ou les choix qu'ils ont pu faire, ou bien si tu avais fait une bêtise, ils le reproduisaient aussi, ou si tu avais fait quelque chose d'excellent aussi, ils voulaient faire la même chose. Oui, 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 ça a beaucoup influencé mes frères et sœurs, dans le sens où, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Dans notre schéma à nous, il y a les parents et l'aîné, il fait office de représentation des parents quand les parents sont pas là. Dans le sens où, si jamais il se passe quelque chose ou autre,
C'est moi qui vais devoir rendre des comptes, c'est moi qui vais devoir représenter les parents, c'est moi qui allait devoir recadrer mes frères et sœurs s'il y en a un qui dérivait à droite ou à gauche. Entre guillemets, j'étais un peu le porte-étendard de mes parents. Et Donc, est-ce que tu as des anecdotes à partager par rapport à ça? oui, oh, plein d'anecdotes. Par exemple, dans notre famille, on est très solidaire. Dans le sens où, quand il y a un événement qui se passe à droite, à gauche, même à l'heure actuelle, hein, on fait toujours en sorte qu'il y en ait un de nous qui puisse y aller pour représenter le reste de la famille si les autres n'ont pas la possibilité d'y aller. Et la chose qu'on m'a rappelé dernièrement, par exemple, j'étais parti à un deuil, à un enterrement. Et chez nous, on a pour habitude, quand c'est les gens de la famille et tout ça, de toujours participer à fond à ça. C'est-à-dire que voilà, on est là pour aider, on est là pour emmener les gens à droite, à gauche. On est là, s'il faut donner un coup de main en cuisine, on est là pour aller en cuisine. S'il faut aller porter des choses, installer des choses, on va être là. Et j'ai un de mes oncles qui est aussi mon parrain de mariage. Il m'a dit, ah, vous, c'est bien chez vous. On peut toujours compter sur vous. Vous êtes toujours présent et ce, du plus grand jusqu'au plus petit. Et c'est une chose qui m'a marqué dans le bon sens, en me disant que voilà, en fait, j'ai donné une certaine direction parce que les premières responsabilités que mes parents donnaient, c'était à moi. Donc moi, j'ai donné une première direction à mes frères et sœurs. Ils l'ont suivi et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se fait remarquer. Ça fait plaisir. Après, comme on dit, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. Donc on est toujours dans ce truc-là de manière générale. Mais après, pour te dire de manière négative, parce que je reste humain quand même, j'ai eu mes périodes un peu plus compliquées. Un peu plus compliquées, jeune adulte, j'avais un petit peu lâché mes études et je voulais en faire un peu qu'à ma tête et tout ça. Ça s'est un peu ressenti au niveau de mes frères et sœurs, dans le sens où il y en a qui ont choisi aussi de faire un petit peu le même choix que moi. Et après, comment veux-tu raisonner quelqu'un alors que toi-même tu fais déjà la même chose? C'est un peu plus compliqué. Et après, il y en a d'autres qui remettaient ce choix en question, qui même remettaient en question ma position d'aîné par rapport à mes choix de vie que je faisais pendant cette période-là. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, j'ai jamais posé la question, mais on le sent. C'est quelque chose qu'on sent clairement, qu'on a des discussions et autres dans ces périodes-là. On ne sait pas qu'on sent pas que le respect n'est plus là, mais on sent que cette période-là, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent de leur part, disant, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est censé être lui le capitaine. Il est en train d'emmener le bateau à la dérive. Qu'est-ce qu'il fait? Et ces petites choses-là te permettent aussi de dire, ah, même si je le fais pas pour moi, au moins, faut que je fasse pour les autres et me ressaisir et redresser la barre pour que ça avance correctement. Et est-ce que le fait de ne pas avoir de grands frères ou de grandes sœurs t'a parfois fait te sentir seul? Oui, c'est un poids. Parce que à certains moments, franchement, en toute honnêteté, hein, on a envie de partager cette responsabilité du grand frère avec d'autres personnes ou de délaisser, ou comme on dit, se laisser aller totalement, juste regarder et dire, voilà, quelqu'un d'autre va gérer. C'est pour ça que nous, on a de la chance d'être une très grande famille. Donc j'avais aussi des grands cousins, grandes cousines, mais c'était des écarts d'âge de 10 ans. Mes préoccupations, mes soucis n'étaient pas les leurs à ce moment-là. Certes, on peut en discuter, mais eux, ils sont déjà sur d'autres sphères de réflexion que moi, j'étais pas. Donc, je veux pas dire qu'ils comprenaient pas. Certes, ils comprenaient, mais pour eux, mes préoccupations à ce moment-là, ça représentait rien du tout. Plus on vieillit, plus les responsabilités se ressemblent de plus en plus. Et oui, j'ai de l'aide. J'ai eu de la chance d'avoir de l'aide de mes grands cousins ou grandes cousines sur certains sujets. Le poids de la responsabilité d'un aîné, il est énorme. Comme j'ai toujours dit, faut avoir les épaules. Et n'est pas aîné qui veut, mais qui peut. Pour reprendre la célèbre phrase du président camerounais. Est-ce que tu as vécu un peu avec cette pression de ne pas avoir le droit à l'erreur? Tu disais un peu précédemment que c'était vraiment l'exemplarité, le mot qui primait. Comment tu le vivais? Est-ce que tu avais des gens à qui parler quand ça n'allait pas? Et est-ce que parfois aussi tu t'autorisais à être imparfait ou tu faisais vraiment attention à tout? Je me disais, oui, faut que je suive. Je peux pas me permettre un certain laisser-aller parce que ça peut être très dérangeant. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très à l'écoute, très ouverts sur différents sujets. Donc, on pouvait parler de plein de choses.
Donc j'ai eu cette chance-là, contrairement à d'autres familles où t'es l'aîné, t'as des responsabilités, il n'y a pas de dialogue. Donc je pouvais quand même parler avec mes parents, même si je comprenais pas forcément à ce moment-là. C'est en grandissant que j'ai compris. Et c'est une fois qu'on grandit qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que sur ce point-là, sur ce sujet-là, ils avaient pas tort. Et en plus, surtout moi qui suis père à l'heure actuelle, je comprends tout à fait. Quand mes parents me disaient, tout le monde ne peut pas venir à la maison, faut pas ramener plein de copains comme ça à la maison et tout ça. Moi, je comprenais pas. Moi, j'étais dans le partage. Je partais du principe que j'ai un copain, qu'ils le connaissent ou qu'ils le connaissent pas, je peux le ramener à la maison, on peut passer toute la journée là-bas, et même ramener 5, 6, 10 copains. Et ils m'ont toujours dit non, ça se passe pas comme ça. Je comprenais pas. Et maintenant que je suis adulte et que je suis père de famille, je comprends tout à fait le pourquoi du comment. La maison doit rester comme un sanctuaire qu'on chérit totalement. Et nous qui sommes croyants, on ne peut pas laisser entrer tout le monde et n'importe qui, parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont dans leur cœur quand ils franchissent le pas de ta porte. Donc, faut être sûr des gens qui viennent chez toi. Et inconsciemment, je me disais aussi, voilà, faut que je sois exemplaire au maximum. Je suis la représentation de mes parents quand ils sont pas là. Même si mes frères et sœurs, eux, plus jeunes, faisaient des bêtises, faisaient des choses, il fallait que moi, je puisse être vraiment représentatif de mes parents pour garder cette légitimité aussi. Quand l'oncle, la tante parle, toi, en tant qu'enfant, ta parole à un certain âge, elle compte pas plus que ça. Donc, c'est vraiment par des actions que tu dois montrer que, voilà, tu représentes tes parents pas, qu'elles sont pas là. Mais une fois adulte, ta parole, elle compte plus. Il y a toujours, on va dire, entre guillemets, ce droit d'aînesse. Donc, un oncle ou une tante qui va dire quelque chose, tu vas l'écouter, bien sûr, même si tu considères ce qu'il dit, c'est tout et n'importe quoi. Mais après, c'est à toi voilà, ce qu'on nous a toujours inculqué, c'est ça, 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 ça. Et moi, par rapport à ces événements qui se passent, je trouve, tonton, Tourtine, que tu as totalement tort. On n'est plus des enfants, donc il faut savoir aussi imposer sa vision des choses et sa manière de faire, et surtout si c'est quelque chose qui a un impact sur ta vie personnelle, ou même sur la vie directe de tes proches. Tu es l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Tu as deux petits frères et deux petites sœurs. Est-ce que ta relation est différente avec tes frères et avec tes sœurs? Non, ma relation avec mes frères et mes sœurs n'est pas du tout différente. Tous sur le même pied d'égalité, le même traitement, c'est-à-dire que avec eux, je parle de tout et de rien. Mhm. Aussi bien on peut parler de politique, on peut parler de la vie de tous les jours, on peut parler de sexualité, on peut parler de vie parentale, on peut parler d'argent. Il n'y a aucun sujet tabou. C'est juste que entre moi et la dernière, il y a 8 ans d'écart. Moi, je suis de 85, elle est de 93. J'avais cette responsabilité-là, c'est moi qui l'ai amenée à l'école quand elle était en maternelle. Et t'étais pas, par exemple, plus protecteur avec tes sœurs ou tes frères ou Non, non? tous protecteurs de la même manière. J'ai toujours été quelqu'un de très protecteur, mais je laissais vivre leur vie aussi, faire leurs expériences, ça c'est très important. Je n'étais pas le grand frère tyrannique dans le sens où si je dis ça, c'est ça. Non, c'est si je dis ça, c'est pour ton bien. Après, à toi de m'écouter. S'il y a un échec et compagnie, bon, on va reparler de cet échec-là, on va essayer de trouver des solutions. Être un grand frère tyrannique, ça n'a jamais ramené de bon. Et au contraire, ça éloigne les frères et sœurs. On n'a pas tous la même sensibilité. Après, on a un truc en commun chez nous, entre frères et sœurs. Je veux pas dire qu'on est des cœurs de pierre, ça serait faux. Tu es responsable de tes propos. En fait, on relative rapidement les situations. Et après, on n'a pas tous le même degré de sensibilité sur les différents sujets. On va dire que moi, peut-être à cause de ma longue expérience, j'arrive à relativiser un maximum sur toutes les situations. Peut-être où ça va peut-être toucher un peu plus mes frères et sœurs sur certains points. Moi, non. Je me dis, voilà, il y a un problème, on trouve la solution. Et on passe à autre chose. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que peut-être ça c'est dû aussi à la position d'aîné. Parce que t'as pas le temps de t'attarder sur les détails des problèmes. Il y a un problème, on trouve la solution, on passe à autre chose. Il y a un problème, on trouve la solution, on passe à autre chose. Alors qu'en tant que petit frère, petite sœur, il y a un problème, ok, tu as le temps de pouvoir discuter, de voir là, ah oui, mais il y a ça qui s'est passé, mais ça m'a fait mal, mais si, ça m'a fait ça, mais pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça, ou pourquoi ça m'est arrivé à moi, oui, là, tu as le temps, en tant que petit frère, petite sœur, en tant que grand, en tant qu'année, t'as pas le temps à ça. C'est peut-être pour ça que ça fait qu'aujourd'hui, j'ai moins de sensibilité par rapport à certains sujets, et je préfère les régler tout de suite avant que ça s'agrandisse.
Mais sinon, en termes de protection, non. Tout le monde a la même enseigne. On a même un groupe WhatsApp. On est tous, juste uniquement les 5. Même les parents sont exclus de ce groupe-là et même les conjoints et conjointes sont exclus de ce groupe-là. Mhm. Où on parle de tout et de rien et on règle nos problèmes en interne directement sans que qui que ce soit au courant. Et on avait mis un truc en place il y a quelques années de ça, quand on voyait que tout le monde, entre guillemets, avait des confidents un peu à droite, à gauche et tout ça. C'est une bonne chose aussi d'avoir son confident en dehors de ses frères et sœurs. Je dis pas le contraire. Mais on s'est dit, il fallait qu'on mette une règle, c'est-à-dire que les choses de la famille restent dans la famille. On est 5, quand on doit voter, parce on fait une démocratie. C'est pas moi qui ai le dernier mot sur tout. Moi, on va dire, je suis le président du conseil des 5. Il y a le problème, on en discute. Si on n'arrive pas tous à se mettre d'accord, on passe au vote. Et comme on est 5, bah, il y a toujours une majorité. Il y a toujours une majorité à un moment donné. Donc, on se plie à la majorité, que ça nous plaise ou pas. Et même c'est la majorité, parce que la majorité n'a pas forcément raison tout le temps. Donc, on se plie à la majorité, ça se passe. On regarde le résultat. Si c'est bien, bah, c'est bien. Bah, si la majorité avait tort, bah, on rectifie. On va sur le chemin. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'heure actuelle. Et pour l'instant, franchement, ça fonctionne bien. Et j'espère que nos enfants aussi auront leur petit groupe comme ça. Ils pourront discuter de tout. Avec le recul, en quoi tu penses que ton rôle d'aîné a façonné l'homme que tu es aujourd'hui? Me préparer à tous les événements, qu'il y arrive des drames ou des bonnes choses. Savoir gérer la pression déjà. Savoir prendre du recul sur certaines choses, sur certains événements. Être dans une optique réconciliateur et pas de guerre. J'avais aussi ce rôle de conciliateur, c'est-à-dire que voilà, c'est de réconcilier tout le monde, de trouver des solutions, tout ça. Et dans ma vie d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup et qui m'aide beaucoup. Quand nous, en tant que parents, on est confrontés à certaines choses, ça ressemble un peu à un modèle que j'ai déjà rencontré. Voilà, on va appliquer cette formule-là. Donc, ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses, et même par rapport à mon enfant, là, actuel, elle est seule. Ça me permet aussi d'avoir une approche beaucoup plus proche. Parce que, au final, avoir des petits frères et des petites sœurs, c'est un bon entraînement pour être parent. Oriane, on avait 8 ans d'écart. Donc, Oriane, je lui ai changé les couches, je la lavais, truc parce que mes parents travaillaient, je la lavais, je lui faisais à manger, j'attendais de lui donner à manger, quoi. Donc, on va dire, c'était pas mon enfant. Je peux pas me permettre de dire ça, mais c'était tout comme. Donc, tu es déjà préparé à ce genre de choses-là. C'est-à-dire, quand les parents ils sortent, tu te retrouves à 22 heures à 23 heures avec un enfant de 8 mois qui pleure, qui veut pas dormir, mais il faut que tu trouves des solutions pour le faire dormir. Ça aide et ça entraîne. De nos jours, la France n'accepterait plus ce genre de choses-là. Ils vont appeler les services sociaux. Mais on va dire que c'était notre France, c'était la France des années 80, c'était la France des années 90. Donc c'était tout à fait normal. En plus, issu de parents immigrés, tout ça. Donc on n'était pas dans ce truc-là d'aller prendre une nounou pour faire garder. Les plus grands d'abord, qui gardent. Et après, quand je parle des plus grands, je parle même des cousins et cousines extérieurs qui venaient pour garder. Si dans la maison même, il y avait un grand qui était là, bah, c'est le grand qui va garder les plus petits, avec interdiction d'ouvrir la porte si quelqu'un frappe. Donc oui, non, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de parent, et même dans ma vie d'époux, tout simplement. Être énormément dans l'écoute, parce que la chose que j'ai appris, c'est que on n'a pas tous le même ressenti. Et ça, c'est un truc que tu apprends vraiment en tant qu'aîné assez tôt, mais que tu dois formaliser dans ta tête. Te dire que voilà, c'est pas parce que toi tu vois ça de cette manière-là que tes petits frères ou tes petites sœurs voient aussi ça de cette manière-là. Et il faut savoir tempérer. Dans ma vie maritale aussi, c'est la même chose. C'est pas parce que moi, je vois ça comme ça que ma femme aussi voit ça de cette manière-là. Prendre sur soi à certains moments Ouais. et trouver un équilibre. Et est-ce que cette place, tu penses, t'a coûté, peut-être coûté quelque chose? Non, gagner énormément. J'ai énormément gagné. Être l'aîné, je m'en suis vanté, hein. Être aîné, c'est pas que des mauvaises choses, c'est pas que de la responsabilité. Il y a aussi des privilèges à aussi être aîné. C'est des privilèges qui permettent de faire profiter aux plus jeunes. Ah, le droit d'aînesse, ça c'est chez nous, c'est quelque chose de très 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 important. Déjà de respecter l'aîné
qu'on est sur une sphère publique, si on est dans une situation où il y a du monde et compagnie, l'aîné s'il dit quelque chose, ah, même si t'es pas d'accord et compagnie, bah tu viens. On se retrouve à une fête, il est 1 heure du matin, je dis bon, allez, faut qu'on rentre parce que il est tard, même si les parents sont pas là, même s'ils ont envie de rester, dans leur tête, ils vont se dire, ouais, s'il dit ça, c'est qu'il sait quel type de conséquences peut avoir le fait qu'on ne rentre pas. Privé de sortie ou un truc comme ça. Même si moi, je me dis, ouais, je sais qu'il va pas avoir de conséquences. Tu vois, ce petit pouvoir, entre guillemets, tu peux avoir. Après, faut pas en abuser. Il y a 6 gâteaux, on est 5, le dernier qui reste. Allez, je suis l'aîné, je vais le prendre. Je vais le prendre et personne n'aura rien à dire sur ce point-là. Mais bon, tu vois, c'est des On petits. a tous connu cette situation, hein, à un moment donné. Voilà. Il n'y a aucun regret. Non, la position d'aîné, dû au fait surtout de la position de mes parents, de ce que nous inculquaient nos parents et comment ils nous ont accompagnés par rapport à ça. Parce que j'ai vu d'autres aînés dans d'autres familles où c'était beaucoup plus dur pour eux. C'était vraiment militaire de chez militaire. Ça devait être compliqué pour eux parce que j'assistais. On va dire que j'ai un peu plus de chance aussi en tant qu'aîné d'être un garçon que d'être une fille. Je parle pas par rapport à notre culture. Je pourrais pas dire comment mes parents seraient comportés avec moi si j'étais une fille en tant qu'aîné. J'ai vu comment ils se sont comportés avec mes sœurs qui étaient plus jeunes, mais c'était pas des aînées, donc elles n'avaient pas les mêmes responsabilités que moi. Mais j'ai pu voir dans d'autres familles africaines où la sœur aînée, elle avait les mêmes responsabilités que moi, même si ce n'est plus. C'est pour ça que j'ai toujours respecté les grandes sœurs, parce que leur travail était doux, parce que, entre guillemets, je veux pas dire que c'était la deuxième femme de la maison. Ça reste un enfant quand même. Il faut être prête à tenir une maison le plus rapidement possible. Parce que si les parents ne sont pas là, il faut savoir faire à manger assez tôt. Il y en a 6 ans, 7 ans, qui savent déjà faire à manger comme des adultes de 30 ans. Tenir une maison, tenir une famille. Et en plus de ça, t'as pas forcément les mêmes libertés qu'un homme aîné. Dans le sens où moi, je pouvais faire des erreurs. On va me le reprocher, mais le niveau d'intensité d'un reproche pour une femme aînée, j'ai l'impression que c'était fois 10 par rapport à ce que j'ai fait. Je dirais une bêtise. Je suis au collège, on me trouve avec une petite copine et compagnie, parce que c'était pas trop ça. Mes parents, c'était vraiment école, école, école. Les copines, c'est plus tard et tout ça. Chose que je comprends tout à fait. Et on t'attrape avec ta petite amie et compagnie, on te fait la morale et voilà, ça s'arrête là. En tant que fille aînée, dans les années 90, on te trouve avec un petit copain. Tout de suite, c'était dramatique. On remettait toute ton intégrité en cause. Je suis pas le plus grand des féministes, hein, mais je suis très porté sur la condition des femmes le fait que dans notre famille, il y a beaucoup de femmes. J'ai 2 sœurs. En observant beaucoup, je trouvais que ça, c'est quand même injuste, ce traitement d'aînés, alors qu'on est des aînés. On a le titre d'aîné. Mais un homme et une femme, peu importe la culture, j'ai l'impression que c'était pas du tout les mêmes attentes. Je trouve ça dommage parce que faut pas oublier qu'à un certain moment, même si on est aîné, on est des enfants, on est des ados. Donc, les problèmes d'un ado sont tous les mêmes foncièrement, sont plus ou moins les mêmes. Et le niveau de responsabilité et d'attente n'était pas du tout la même. C'est pour ça que je dis, j'ai eu cette chance de naître homme dans un monde d'hommes, malheureusement, ou bien heureusement, j'ai envie de dire. Mais je tiens quand même à souligner ce fait que un grand respect pour toutes les femmes aînées. Je retire vraiment mon chapeau. Là où moi je peux avoir certaines largesses. Si un grand frère ou une grande sœur écoute cet épisode et se reconnaît dans ton histoire, qu'aimerais-tu lui dire? Grand frère ou grande sœur. Grande sœur ou grand frère. Déjà, félicitations pour ton poste. Mérité, je sais pas si c'est mérité parce qu'on est on est avec ça. Le premier conseil que je te donner est toujours à l'écoute de tes frères et sœurs, c'est très très important. Pas te mettre une pression énorme, juste apprendre au fur et à mesure parce qu'on est grand, on est aîné et c'est pas ça le plus important, c'est qu'on le devient. On devient aîné au fur et à mesure des expériences, de l'apprentissage, tout ça. Chez nous, on dit t'es l'aîné, même quand t'as pas de frères et sœurs. À partir du moment que t'es l'un des plus grands de la famille agrandie, t'es un aîné. Donc, on va regarder vers toi, on va te prendre pour exemple. Donc, te mets pas la pression, juste sois à l'écoute, sache prendre des décisions quand il faut les prendre. Permets aux plus jeunes de faire aussi leur expérience, tout en les accompagnant, bien sûr et tout en étant un garde-fou, parce que c'est ça, la force d'un aîné, c'est qu'il peut être un garde-fou pour les plus jeunes. Parce que même s'ils vont dans une mauvaise direction et tout ça, eux, ils savent que, voilà,
Il y a quelqu'un qui sera toujours là à m'ouvrir la porte si jamais ça dérape ou si jamais je suis en train de me cracher. Alors que nous, aînés, concrètement, les seules personnes qui sont au garde-fou de filet de sauvetage, c'est les parents. Et dans sa situation, il y en a qui n'ont plus de parents. Donc, au final, pour certains, c'est même personne. Sois heureux de ta position, profites-en, apprends, enseigne aussi de toute l'expérience que tu as pu acquérir. N'oublie pas que t'es le numéro uno, hein. C'est toi le chef. Les rêves, elle réfait. Sois digne de cette position. C'est pas facile tous les jours, mais ça va le faire. On a confiance. Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage et merci d'avoir raconté ce que signifie être le grand frère avec ses forces, ses responsabilités et ses fragilités. Et merci d'avoir donné une voix à ceux qui ont grandi, en portant beaucoup, parfois sans le dire. Merci beaucoup à toi, Mariam, de m'avoir reçu dans ton émission. Avec grand plaisir.